Bonjour, je suis Nabila Boitier-Nagy, je suis directrice de recherche à l'INSERM, Centre de recherche cardiovasculaire à Paris, et je vais vous parler aujourd'hui comment l'héritage génétique peut-il déterminer la santé des artères. Je vais essayer de vous expliquer quelques résultats à partir de l'étude de l'ADN de patients atteints de la dysplasie fibromusculaire artérielle, ou FMD, qui nous ont permis de comprendre un petit peu mieux cette pathologie qui vous affecte. Alors, un petit rappel, l'ADN est le code de la vie. À l'intérieur de chaque cellule de notre corps, il y a le noyau qui conserve cette information génétique sous forme de chromosomes. Et les chromosomes, en fait, ce sont des combinaisons de molécules d'ADN et de protéines nécessaires à l'organisation de cet ADN. Et à l'intérieur de l'ADN, on peut lire l'information génétique organisée par gènes, qui sont des petits segments d'ADN. Donc, la structure de l'ADN, en fait, en détail, c'est ce qu'on appelle ces fameuses bases A, T, C, G. Et ce code de génétique, il est ensuite transformé en code d'activité transcriptionnelle ou d'activité des gènes, qui ensuite permet la synthèse des différentes protéines ou briques nécessaires à composer les cellules, qui ensuite composent les différents organes et qui font le corps humain. Mais c'est aussi le même phénomène qui existe pour tous les êtres vivants, toutes les cellules vivantes, y compris les bactéries, y compris les champignons et les plantes. C'est exactement le même principe. L'ADN, il contient l'information génétique nécessaire pour construire les différentes fonctions biologiques qui régissent notre mécanisme de vie, donc le code de la vie. Qu'est-ce que nous avons fait dans cette étude? Nous avons en fait essayé de comprendre à partir de l'ADN de patients quels sont les défauts génétiques qui pourraient être importants pour la dysplasie fibromusculaire en particulier. Donc, nous avions à peu près 1500 ADN de patients DFM. Peut-être que vous en faites partie. Donc, merci pour votre don de cet ADN à la recherche. Et nous avons comparé l'ADN de ces patients avec l'ADN d'un groupe de témoins. On avait à peu près 7000 ADN de témoins. Ce sont des personnes qui n'ont pas de dysplasie dans leurs artères, ou en tout cas, il y a très très peu de personnes parmi eux qui auraient une dysplasie. Nous ne l'avons pas vérifié, mais notre sélection de ces témoins nous assure qu'il y a très peu de personnes atteintes de dysplasie dans ce groupe. Donc, d'un côté, nous avons un groupe avec que des patients atteints de maladie et un autre groupe de témoins où il n'y a pas, a priori, la maladie qui nous intéresse, qui est donc la FMD. Nous avons en fait, grâce à des puces de génotypage, ce sont des outils qui nous permettent de lire la molécule d'ADN d'une façon très précise, avec des informations génétiques très, très, très étendues, car par exemple, il s'agit ici de 6 millions de positions du génome différentes que nous avons lues grâce à ces outils et grâce à quelques outils d'analyse statistique. Et en fait, on a pu comparer la fréquence de ces variations génétiques entre des sujets malades et des sujets témoins. Donc, il faut savoir que notre ADN, il est quasiment identique sur une très grande majorité de l'ADN. C'est pour ça qu'un être humain, il est très, très, très identique au niveau génétique et il y a très peu de différence. Mais là où il y a une petite différence, ça pourrait avoir son importance pour quelques molécules, quelques mécanismes qui peuvent donc finir par causer un défaut et être à l'origine de l'apparition, par exemple, d'une maladie comme la dysplasie fibromusculaire. Et en étudiant ces positions génomiques, on a pu les compter parmi les cas et les témoins et faire des études statistiques qui nous permettent d'être sûrs par rapport à la différence qui peut exister entre le cas et les témoins. Cette partie est très importante car si en fait on observe des différences mais qui ne sont pas certaines, on pourrait donc à tort dire telle partie du génome est importante. C'est pour ça que l'analyse mathématique et statistique nous permet vraiment d'être quasiment sûr que cette différence, elle est reproduite de façon cohérente chez les cas par rapport aux témoins. Et en fait, on représente cela dans ce schéma qui, en fait, donc, chaque point, c'est une des 6 millions de positions dans le génome qui a été analysée. Et la majorité de ces points, en fait, ils se retrouvent en dessous de cette barre rouge qui nous permet de faire le seuil statistique. Et seulement 4 positions dans le génome, une dans le chromosome 6 et 3 dans le chromosome 12, sont au-delà de cette barre de seuil statistique. Cela signifie que dans ces 4 positions dans le génome, 5 en fait en l'occurrence, si on ajoute une cinquième qui n'est pas représentée ici,
ont une différence très importante de fréquence entre les cas et les témoins. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en fait que on a trouvé par rapport, grâce à cette étude génétique, qu'il existe un très grand nombre de positions dans le génome impliquées dans le risque génétique de la FMD. Comment on sait ça? Parce qu'en fait, au départ, on pensait qu'il s'agirait uniquement d'un défaut unique, mais en réalité, on se rend compte qu'il y a plein de petits défauts que individuellement, ils n'auraient pas un effet majeur sur la dysplasie, mais leur combinaison, c'est elle qui est en fait en train de donner ce risque génétique de la dysplasie. Plusieurs de ces positions dans le génome, environ un tiers, on a estimé grâce à notre étude, sont communs avec la génétique de la migraine, celle de l'hypertension et même celle de l'anévrisme intracrânien, une maladie importante qui est d'une déformation des artères du cerveau. Ça ne veut pas dire qu'en fait les patients qui possèdent l'ADFM vont tous développer ces maladies. Ça veut dire tout simplement que les défauts génétiques que nous observons dans la dysplasie, ils ne sont pas uniques à la dysplasie, mais ils sont aussi retrouvés chez des patients ayant une migraine ou une hypertension ou un anévrisme. Ça, je pense que ça doit parler peut-être à certains d'entre vous, car on sait que la dysplasie fibromusculaire, elle est souvent accompagnée de migraines. Les patients présentent la migraine. Ils peuvent des fois, en fait, à cause de leur hypertension, avoir le diagnostic de la dysplasie. Et donc, ça paraît logique que ce qu'on observe au niveau du patient se retrouve aussi au niveau de la génétique, puisque c'est l'ADN des patients qui nous a renseigné sur cette information. Et c'est important de l'avoir fait d'un point de vue génétique. Ça veut dire, en fait, ce n'est pas une coïncidence ou l'un qui est la conséquence de l'autre. Ça veut dire que ces deux phénomènes partagent des bases biologiques communes. Donc, ce qui fait que la migraine se développe, probablement, c'est en même temps à l'origine de la déformation des artères qu'on observe dans le cas de la dysplasie. Malheureusement, la majorité des gènes que nous avons identifiés restent inconnus. Comme je disais, en fait, on a besoin d'un seuil statistique pour être sûr de l'implication. Même si on estime que globalement, ce nombre de gènes est très important, il reste quand même une toute petite fraction, donc les 5 que nous décrivons dans notre étude, où nous sommes presque certains de leur implication dans la dysplasie et du risque génétique. Et ces gènes, en fait, nous renseignent sur les fonctions biologiques de la dysplasie, car nous décrivons en fait une liste de gènes qui sont importants pour maintenir la structure des artères, comme l'artère rénale, qui est souvent touchée pour la dysplasie. Alors, un petit rappel, la structure de l'artère, donc là, c'est un tuyau rond qu'on peut en fait décrire en fait ou schématiser de cette façon-là. Et si on regarde et on zoome au niveau de cette paroi artérielle, on trouve en fait qu'il y a à peu près 3 couches. Une couche extérieure où il y a des cellules qu'on appelle les fibroblastes. C'est des cellules qu'on trouve un peu partout, dans tout ce qui est structure de tissus, comme par exemple la peau, etc. C'est à peu près la même fonction, c'est le maintenir une espèce de ciment autour de l'artère. Mais surtout, la partie la plus importante que nous avons trouvée avec des défauts génétiques importants dans la dysplasie, c'est cette couche intérieure appelée la musculature de l'artère ou la média, où des cellules dites cellules musculaires lisses sont affectées par ces défauts génétiques. Donc, nos études nous montrent qu'il s'agirait de défauts dans la fonction de contraction des artères. Ce sont donc des cellules musculaires dans le sens où elles sont capables de faire des contractions spontanée, c'est pas contrôlé par une contraction volontaire, mais c'est une contraction spontanée qui arrive pour pouvoir maintenir le flux du sang dans les artères. Et certains défauts peuvent en fait finir par causer des déformations dans les artères qu'on observe chez les patients atteints de dysplasie. Et la suite de ces travaux, c'est qu'on aimerait bien connaître en fait la nature des autres gènes. Comme je disais, nous avons des soupçons que la génétique de la dysplasie, elle implique un très grand nombre de gènes, mais leur nature reste à déterminer parce que nous manquons encore de patients pour les inclure dans nos travaux et ainsi mieux comprendre quels sont les autres gènes impliqués et affectés par ce défaut. Car peut-être que ce n'est pas seulement le défaut de contraction qui est à l'origine de la dysplasie, peut-être qu'il y a d'autres mécanismes qu'on aimerait bien comprendre. Et pourquoi on aimerait bien les comprendre? Parce que peut-être qu'ils sont aussi à l'origine de la forme coronaire ou cardiaque de la dysplasie. On sait que certains patients qui ont fait de la dissection coronaire spontanée ou la SCAD présentent aussi des déformations génétiques dans leurs artères et présentent une DFM.
Est-ce qu'il s'agirait des mêmes défauts? La question reste ouverte. Ça sera peut-être répondu grâce à nos travaux en cours sur la génétique de la SCAD. C'est un travail que nous menons actuellement et qui saura nous informer sur la base génétique de la SCAD très prochainement. Et aussi, une question très importante, c'est comment utiliser ces résultats pour traiter la maladie. Nous avons en fait donc cette information comme quoi la contraction euh, aurait un défaut, mais pour l'instant, on ne sait pas dans quel sens. Est-ce qu'il y a trop de contraction? Est-ce qu'il n'y a pas assez de contraction? Est-ce que c'est une contraction qui arrive de façon en réponse à un stimulus? On sait que beaucoup de patients, ce sont des femmes. Est-ce que ce sont les hormones peut-être qui déclencheraient cette contraction excessive ou pas assez de contraction? Et c'est l'objet des travaux que nous menons dans le laboratoire. Donc, ce laboratoire est composé par un grand nombre de chercheurs jeunes, des doctorants, des postdoctorants, mais aussi un très grand nombre de collaborateurs. Ce travail n'a pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu toute la contribution de nos collègues américains, australiens, aux États-Unis, au Canada et dans plusieurs pays européens. Aussi, nous avons eu un financement européen de l'Agence française de la recherche, l'ANR, l'INSERM évidemment, qui est le financeur principal de notre laboratoire, mais aussi des fondations qui nous permettent, grâce à ce soutien financier, de mener les recherches que je vous ai présentées aujourd'hui très brièvement. Merci pour votre attention.